Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 7 clés du livre Le modèle Toyota de Jeffrey Liker. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Jeffrey Liker et enfin 7 clés que j'ai retenues de ma lecture du livre Le modèle Toyota que j'ai juste ici à côté de moi. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Auger Dolé, j'investis mon temps à créer des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux pour aborder les projets personnels de leur vie ou les projets professionnels. Je t'invite à suivre mon action en t'abonnant à la newsletter dès maintenant et recevoir gratuitement 7 livres impactants et disponibles pour pouvoir avancer sur ta vie. Alors qui est Jeffrey Liker? Jeffrey Liker est un professeur d'ingénierie industrielle de l'université du Michigan qui a en fait analysé l'entreprise Toyota, d'où le titre de ce livre, Le modèle Toyota, et qui l'a pas en fait analysé de manière juste factuelle ou vraiment très superficielle. Il a vraiment essayé de comprendre comment l'entreprise Toyota avait réussi à obtenir un taux de satisfaction largement supérieur à l'ensemble des constructeurs automobiles dans le monde. Et il s'est rendu compte qu'il y avait différents principes, 4 on va dire grandes familles et 14 principes qui gouvernaient, qui faisaient que finalement la culture d'entreprise réussissait à avoir un tel taux de satisfaction et très peu de retours de voitures à la suite en fait justement de ces constructions de voitures. Et donc dans la philosophie en fait de ces principes-là, je vais partager brièvement les 4 principales rubriques qui sont très simples. La philosophie à long terme qui est privilégiée, on va y revenir dans quelques instants avec le principe numéro 1, avec le bon processus qui produira de bons résultats. Ça veut dire que si j'ai choisi un très bon processus pour ma vie personnelle ou pour ma vie professionnelle et que ce processus il est toujours amélioré, mais on va le voir aussi dans les différents principes puisqu'il y a exactement 7 principes qui vont être dans cette famille. Et ensuite il y a contribué à la valeur de l'organisation en développant ses employés. Comment je vais réussir à permettre à des projets, à un projet collectif d'avoir quand même une dimension personnelle avec une évolution, avec un développement personnel pour stimuler, motiver et garder les équipes avec un développement personnel. Et en troisième rubrique, c'est résoudre sans cesse les problèmes fondamentaux qui sont conduits et qui conduisent l'organisation à apprendre. Donc on va voir ces 14 principes très brièvement avec ce premier principe qui est d'asseoir toutes les décisions de gestion sur une philosophie long terme, même si cela se fait au détriment des objectifs financiers à court terme. Ce qui veut dire que dans la philosophie japonaise, et c'est une philosophie qu'on retrouve dans d'autres applications japonaises, on va en fait plutôt privilégier justement cette vision, l'entrepreneuriat, la stratégie, qui sont les 2 premiers principes qu'on a vu dans d'autres vidéos sur justement quand on crée l'entreprise, quand on reprend une entreprise, comment on doit travailler justement sur ces principes-là. Et là en fait on va travailler directement sur cette idée de se dire ma vision à long terme est plus importante que mes résultats financiers à court terme parce que forcément une entreprise comme Toyota ça obtient des résultats financiers, mais pour elle c'est pas plus important de les augmenter à court terme. Ce qui est important c'est d'avoir de la durabilité, de pouvoir performer et d'avoir justement une structure qui permet toujours de concevoir et de s'adapter justement à l'environnement. Et là où c'est très fort avec la méthode Toyota, c'est qu'ils sont capables, grâce à la structure qu'ils ont développée, de s'adapter au changement automatiquement par leur propre processus de réflexion et chacun en fait s'adapte au changement. Donc il y a une adaptabilité qui est vraiment importante et ce qui fait que justement, sur la philosophie long terme, ils vont toujours réussir à s'adapter aux différences technologiques, etc. parce qu'ils vont travailler là-dessus et qu'ils n'ont pas voulu privilégier des bénéfices ou en tout cas des résultats financiers très importants à court terme et qu'ils vont pouvoir justement par ce temps consacré au sourcing, à la réflexion, à comprendre les nouvelles technologies, à avancer. Deuxième principe que je vais partager avec toi également, c'est celui d'éliminer les gaspillages avec des processus de moyens continus, avec le Kaizen on appelle ça. Et donc il note en fait les 8 types de gaspillage qui peut exister dans une entreprise, dans un processus, qui sont la surproduction, l'attente, le transport superflu, l'excès de traitement ou le traitement incorrect, l'excès de stock, les mouvements inutiles, les défauts et la créativité qui est non exploitée chez les employés. Donc c'est très brièvement pour ne pas passer 2 heures sur cette vidéo à parler de ça, c'est des points qui sont importants
et qui sont notés justement dans le deuxième principe. Troisième principe, c'est d'utiliser des systèmes à flux tiré pour éviter la surproduction. Justement, on a vu les problèmes qui étaient liés en fait au gaspillage, et tout de suite après, le principe numéro 3, c'est comment on va pouvoir faire pour avoir du flux tendu. C'est ce qu'il y a de plus en plus dans toutes les usines qui ont suivi un petit peu ce pas, cette philosophie du modèle Toyota. Maintenant, on parle de lean management. Autrement dit en français, si on traduit vraiment littéralement, c'est le management maigre. Qu'est-ce qu'on appelle par management maigre? C'est ne pas avoir en fait un poids qui n'a absolument aucune valeur pour l'entreprise, mais qui va devoir être porté, comme en fait quand on fait une compétition de sport, quand on a des poids morts, ça veut dire des zones de graisse qui finalement ne nous apportent aucune performance. Et bien, ce poids-là va nous coûter de l'énergie, alors que finalement ça ne sert à rien. Donc quand on est maigre, quand on est pile poil dans le bon calibre, on fonctionne bien mieux parce qu'on a moins de poids à bouger, et c'est un peu l'idée aussi justement de ce travail d'éviter les gaspillages et donc d'éviter toutes ces pertes de temps, pertes d'argent, pertes d'énergie finalement avec des processus. Et donc le système à flux tiré, on le connaît, je ne vais pas parler plus de ça dans ce principe. Principe numéro 4, c'est de niveler la charge, on appelle ça le Heijunka en japonais. C'est travailler comme la tortue et non comme le lièvre. Ça veut dire que je vais chercher à toujours avoir des journées, avoir des processus, avoir une charge lissée pour que justement on arrive à impliquer les salariés, les collaborateurs dans une démarche de travail continu et d'avoir une répétition douce avec toujours un même niveau de stress, et que l'organisme va s'habituer à ce niveau de travail, ce niveau de stress, de façon à justement ne pas se retrouver à avoir des périodes de trop de travail, plus avoir le temps de penser, plus avoir le temps de réfléchir, mais au contraire lisser une charge en ayant justement des processus qui permettent de bien gérer cette charge. Donc c'est partie aussi des buts qui vont permettre de limiter les gaspillages, et c'est voilà, de trouver, de créer des niveaux de production qui soient réguliers là-dedans. Principe numéro 5, c'est de bâtir une culture où l'on s'arrête pour régler les problèmes, pour atteindre la qualité dès le départ. Ça, c'est aussi une méthode japonaise qui est encore une fois de ne pas fonctionner comme le lièvre et de fonctionner plutôt comme la tortue. Ça veut dire que dès lors qu'on va se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas, lorsqu'on va se rendre compte que finalement on va trop vite, on veut aller trop vite, et ben finalement on se rend compte que plus on va vouloir aller vite, plus on va être à faire des erreurs, et plus ces erreurs peuvent avoir un impact qui vont nous faire finalement reperdre plus de temps que le temps qu'on aurait passé dès le début à faire son action. Et donc on va corriger ça en replanifiant la tâche, en prenant le temps de la réfléchir, et surtout, on va le voir dans d'autres principes, travailler sur un consensus, travailler avec des personnes et ne pas être le seul à décider de comment on va fonctionner, mais travailler en petite équipe pour justement toujours être dans l'amélioration continue. Et c'est encore une chose qu'on travaille énormément dans le lean management aujourd'hui, dans tous les services possibles et imaginables, ce principe peut s'adapter. Ensuite, sixième principe, c'est des tâches et des opérations qui soient normalisées, sont le fondement de l'amélioration continue et l'autonomisation de l'employé. C'est qu'il faut avoir des choses où on a défini des normes, défini ce qui est acceptable, défini ce qui n'est pas acceptable, et que chacun est aussi défini par rapport justement dans un style de management bottom-up et pas dans un style de management top-down. Si je te fais rapidement une aparté sur ces deux différences de style management, le top-down, c'est quand ton patron va te dire on va faire ça et pas autrement, même si c'est pas forcément adapté à la réalité de ton quotidien ou que ça n'a pas pris en compte les besoins de ta réalité. Le management en bottom-up, c'est on va justement parler avec toi, créer des groupes de très souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi on fait des groupes de travail parce que justement l'accompagnement au changement est un peu lâché. Mais quoi qu'il en soit, groupe de travail, réflexion sur la réalité de ce qu'on vit. Et là, on met en place un processus qu'on donne justement à notre direction. Voilà comment on devrait fonctionner aujourd'hui à la réalité de ce qu'on vit au quotidien, parce qu'il n'y a que nous qui connaissons la réalité de ce qu'on fait finalement, et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer éventuellement le processus. Donc c'est travailler sur des normalisations, l'amélioration continue avec définir des processus ensemble, en équipe, pour justement améliorer tout ça. Principe numéro 7, c'est faire appel à des contrôles visuels afin qu'aucun problème ne soit caché. Il y a aussi cette capacité à avoir des évaluations, des jalons d'évaluation sur différents processus pour justement réussir à mettre le doigt sur les très bons processus que nous n'avons pas identifiés précédemment. Ensuite, il y a le principe numéro 8 qui est d'utiliser que les technologies fiables, soigneusement testées et au service des employés et processus. Ce qui est très important, c'est justement de trouver des processus qui soient adaptés, et encore une fois, ça se fait par l'organisation qui est gérée par les petits groupes qui sont constitués. Le 9e principe, c'est favoriser l'évolution des chefs de file qui ont une compréhension complète du travail, qui portent en eux la philosophie et l'enseignent aux autres. Dès qu'on va observer un leader, on va le faire évoluer
pour que naturellement il puisse apporter encore plus de valeur à l'organisation puisqu'il est dans une bonne dynamique et que si on ne fait pas évoluer, ce qui se passe généralement c'est que les personnes vont perdre leur dynamique, vont perdre leur sens, ils vont finalement croire que ce qu'elles apportent au quotidien n'est pas valorisé parce qu'elle n'est pas reconnue et pas de reconnaissance signifie que finalement à un moment donné il va abandonner ses travail, cette énergie à vouloir développer les choses qu'il développe. Dixième principe, c'est faire apparaître des employés des équipes exceptionnelles qui suivent la philosophie de la société. Et pour cela, c'est très simple. Toyota respecte le fait que toute une équipe, chaque équipe est composée de maximum 4 à 5 personnes parce que c'est le groupe idéal, on parle en management de ces groupes-là, c'est le groupe idéal pour pouvoir justement partager des idées, construire de la confiance très rapidement et pouvoir justement définir des processus qui vont permettre à l'entreprise d'avancer et de se structurer très rapidement. Onzième principe, c'est respecter son réseau étendu de partenaires et de fournisseurs en les stimulant et en les aidant à s'améliorer. C'est l'un des principes fondamentaux de Toyota, c'est qu'elle va sous-traiter les choses, elle va acheter des pièces à des personnes, mais son objectif est toujours d'accompagner et de maintenir la survie de ses fournisseurs et ses sous-traitants comme si c'était ses employés. Il n'y a pourtant pas de contrat entre ces personnes-là, mais en accompagnant, en développant les fournisseurs et les sous-traitants, on leur permet de limiter leur gaspillage à leur tour et donc de favoriser toujours une dynamique de prix qui soit efficiente. Douzième principe, c'est de se déplacer et observer par soi-même pour comprendre pleinement la situation. C'est la philosophie du Genbutsu, où justement on a remarqué en management, et je pense que ça te parle énormément également ce truc-là, c'est que lorsque tu vas te déplacer sur place pour constater une situation, c'est beaucoup plus porteur de motivation, de volonté d'agir que si tu traites les situations depuis ton bureau devant ton écran à simplement lire tes mails et essayer d'imaginer une situation dans laquelle tu n'as absolument aucun facteur visuel. Alors évidemment, il ne faut pas s'intéresser à toutes les situations, évidemment, il ne faut pas aller voir toutes les situations, mais justement en construisant des équipes de 4 à 5 personnes, leur montrant, leur donnant la volonté de toujours eux, à leur niveau, aller voir des choses, tu vas réussir à construire un processus qui va être très puissant. 13e principe, c'est ne pas se presser pour prendre les décisions par consensus en considérant minutieusement toutes les options, appliquer les décisions rapidement. On fait des consensus par les équipes de 4 à 5 personnes, on définit un protocole et justement dans les scénarios qui vont se passer quand on est dans la stratégie, on va réfléchir à des scénarios par rapport à une situation donnée et chacun va avoir un scénario différent. Et c'est toute la force d'un groupe de 4 à 5 personnes, c'est que si on leur demande de s'exprimer chacun à leur tour, d'expliquer comment ils envisagent la situation actuelle, ils vont vous parler avec un niveau de détail complètement différent. Les 4 ou 5 personnes vont parler de façon complètement différente. Si on laisse chacun s'exprimer, que chacun écoute l'autre s'exprimer, le groupe va devenir plus intelligent par justement cette mise en commun, cette réflexion qui va faire que chacun va comprendre que ce qu'il comprenait n'était qu'une part du puzzle et va réussir à récupérer les pièces des autres et que chacun va construire un puzzle beaucoup plus puissant qu'avant même de poser la question sur la situation qui était rencontrée. Enfin, 14 et dernier principe, c'est devenir une organisation apprenante par une réflexion incessante et une amélioration continue. On l'a vu, il faut résoudre sans cesse les problèmes fondamentaux qui conduisent l'organisation à apprendre. Plus on va résoudre des problèmes ensemble, en équipe, plus on va apprendre de nouvelles choses, plus on va savoir ne pas reproduire ses erreurs et plus on parle avec quelqu'un de quelque chose qui nous est arrivé, mieux on mémorise et plus ça devient quoi? Efficace pour nous d'être dans le subconscient et donc d'être très agile dans ce qu'on va réaliser. On va maintenant passer aux 7 clés que j'ai retenues avec ce livre. J'ai fait un préambule très long, mais je vais partager ce livre et t'en parler très longuement parce que pour moi, le modèle Toyota, c'est un des modèles que tout le monde devrait lire, quelle que soit son ambition, que ce soit de créer une entreprise professionnelle ou simplement d'améliorer sa vie personnellement. On peut appliquer ces principes-là dans son couple, dans sa vie de famille, avec plein de typologies dans les associations, dans tout ce qu'on veut faire. C'est quelque chose qui est largement applicable, dans lequel on peut ressortir des éléments. Je le dis souvent, lire un livre, c'est toujours se confronter à son propre raisonnement. Il y a des choses qu'on n'apprécie pas dans un livre, il y a des choses qu'on apprécie dans un livre, et c'est tout l'intérêt justement de lire des livres, comprendre et savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. On va passer maintenant aux 7 clés du livre, mais juste avant cela, je t'invite à écraser le petit pouce bleu ou à partager cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour également cette vidéo. Alors la première clé que j'ai retenue de ce livre, c'est de travailler sur une philosophie à long terme. Que ce soit ta vie personnelle ou ta vie professionnelle, envisager les choses à long terme va te permettre justement de lisser la charge, de réfléchir d'une manière de pouvoir agir dans un système de vie
quotidiennement avec la même motivation, la même énergie et la même remise en question quotidienne, ce qui est important pour réussir à avancer. Si je n'arrive pas à m'imaginer que je sois arrière-grand-père, grand-père, que j'ai une famille avec de nombreux enfants, si je n'imagine pas que j'ai été à la retraite ou que je suis à la retraite, si je n'imagine pas des situations de vie qui vont m'arriver, un scénario qui va vraiment m'arriver, je n'ai pas une perspective de mon avenir et je ne sais pas finalement pourquoi je suis en train d'agir aujourd'hui. Et donc cette philosophie long terme va me permettre justement de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui a du sens pour moi et qu'est-ce qui impacte ma vie, qu'est-ce qui me remplit et qui va faire que je vais vivre passionnément toute ma vie parce que justement en ayant imaginé la philosophie long terme, je vais avoir de l'énergie pour vivre aujourd'hui également facilement. Deuxième point que j'ai retenu, c'est le bon processus produira de bons résultats. L'idée de travailler sur des processus, travailler sur des routines, sur une organisation, se poser la question dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui est important, comment je dois réagir à telle situation, comment je dois m'organiser, comment je peux aussi juste raisonner sur les choses de ma vie qui sont importantes pour moi. Toutes ces questions qu'on va se poser, toutes les réponses qu'on va obtenir vont nous permettre justement d'avancer, de trouver des solutions pour sa propre vie. Troisième clé que j'ai retenue de ce livre, contribuer à la valeur d'une organisation en développant ses employés. Mais ça peut être aussi ses proches, comment je peux réussir à apporter de la valeur avec une chaîne YouTube, comment je peux apporter de la valeur à des amis, par du temps, par des organisations d'événements, par plein de choses. Et c'est justement de contribuer à la valeur des autres par cette volonté que chacun va avoir de contribuer, qui va permettre à chacun de se développer et de stimuler son cerveau d'une manière différente, novatrice et d'avancer. Cinquième clé que j'ai retenue, on va la voir, quatrième clé pardon que j'ai retenue, on va la voir dans quelques instants, mais dis-moi parmi les trois premières clés que j'ai citées, laquelle a le plus d'impact pour toi. Est-ce que c'est d'avoir une philosophie long terme? Est-ce que c'est d'avoir un bon processus ou est-ce que c'est de contribuer à partager la valeur aux autres autour de toi? Quatrième clé, résoudre sans cesse les problèmes fondamentaux qui conduisent les organisations à apprendre. Quels sont les problèmes de ta vie? Quels sont les problèmes de ton entreprise? Quels sont les problèmes qui existent autour de toi? Et comment tu peux justement résoudre toujours ces problèmes, résoudre ces problèmes qui sont majeurs, mineurs, et faire aussi que les autres personnes autour de toi apprennent à être en mode résolution de problèmes. La majorité des gens, on ne va pas les citer tous, ont cette faculté à identifier un problème et de laisser, de suggérer la résolution à quelqu'un d'autre. Moi, je te propose plutôt de présenter un problème et de montrer la résolution que tu vas envisager. Et si personne te répond, c'est que justement c'était la bonne résolution. Et si quelqu'un te répond, c'est que justement il a eu un choix de proposer qui va être négociable ou qui va être à adapter éventuellement parce que tu n'as peut-être pas la réponse à cette résolution. Cinquième clé, c'est travailler en groupe. Quelque chose qui aujourd'hui est très important et qui est très souvent négligé. On ne veut pas travailler en consensus, on pense que les débats ne vont pas amener à construire, mais justement partager avec les autres une vision, construire une vision ensemble, revenir sur son point de vue, ça montre justement toute cette maturité qu'on peut avoir en disant j'avais un point de vue avant cette réunion, mais avec toutes les informations que vous m'avez partagées, toutes ces approches, ces angles de vue que je n'avais pas personnellement, j'ai construit une nouvelle vision qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus adaptée à la réalité de ce que l'on vit. Sixième clé, c'est faire évoluer les autres, en faisant évoluer les autres, en proposant des stimulations, en observant et en visualisant des choses que les autres peuvent réaliser avec vous. Vous allez permettre à des processus d'avancer et donc aux autres aussi de rester motivés dans la philosophie long terme. Enfin, septième et dernière clé qui me paraissait la plus importante, c'est d'éliminer le gaspillage. Comment je peux éviter de gaspiller mon temps dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Vie personnelle, on parle toujours de ces déplacements professionnels qui posent beaucoup de temps, de la télévision, l'utilisation des smartphones, des réseaux sociaux. Plein de choses sont à optimiser, améliorer dans sa propre vie et je t'invite d'ailleurs à te poser ces questions, même à titre personnel. Ça te permettra de pouvoir éventuellement détecter des choses que tu n'as pas encore pris conscience parce que tu es dans une routine et que tu ne te rends pas compte de tout ce temps que tu perds ou tout ce gaspillage que malheureusement nous faisons tous parfois à force de prendre des mauvaises habitudes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour ton temps consacré à cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la newsletter en cliquant sur le lien qui se trouve juste dans la description. Je t'offrirai gratuitement 7 livres impactants et disponibles. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.